Bonjour, alors c'est la 154e édition de la revue de la semaine, puisqu'on a repris le rythme vraiment hebdomadaire. Allez, on passe un petit coup de notre générique, parce que bientôt vous ne le verrez plus, on en aura un autre, il paraît. Bon, lundi, c'était la reprise de la session parlementaire et on a eu immédiatement un grand débat le soir sur la loi que présente le gouvernement à propos de la réforme de l'allocation chômage. Donc c'est un sujet important qui va plonger dans la misère encore quelques dizaines de milliers de gens, puisqu'on va rallonger le nombre de jours travaillés pour avoir droit à l'allocation et on va réduire le temps pendant lequel vous serez indemnisé si vous êtes chômeur et que vous aviez un emploi auparavant. Donc ce sont des mesures très dures qui tombent au pire moment, c'est-à-dire à un moment où, comme vous le savez, les gens sont en train de plonger tout doucement dans une difficulté de plus en plus grande, mais dont les sommets de la société ne se rendent pas compte. Ils n'ont pas encore compris qu'il y a des gens maintenant qui ont faim dans tout le pays, notamment dans la jeunesse. Et bien sûr, parmi les enfants. Si je mentionne les enfants, c'est parce que la mission sur les super-profits, vous savez que l'un des deux rapporteurs est le député insoumis Manuel Bompard, a rendu ses conclusions mardi. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les aspects techniques des conclusions, du rapport conclusif de cette mission, qui est dite flash parce qu'il y a très peu de temps pour la faire, mais ça veut dire qu'il trouve le moyen de prélever, nos amis proposent qu'on prélève sur ces super-profits, et avec une taxe que, pour ma part, je ne trouve pas si excessive que ça, il recueillerait 20 milliards cette année. Pour que vous vous rendiez compte, parce qu'on ne se rend jamais compte de ce que ça veut dire, un chiffre, si on ne le met pas en rapport avec une dépense. Avec 20 milliards, on paierait la cantine gratuite pendant 3 ans à tous les enfants de France. Je vous laisse que ce chiffre en tête pour que vous preniez la mesure de ce dont il est question. Parce qu'on peut prendre le problème par l'autre bout, ces 20 milliards qui resteraient si la Macronie refuse de taxer les super-profits dans la poche des actionnaires, c'est le manger pendant 3 ans de tous les enfants de France. Comme ça, vous voyez comment et de quoi nous parlons quand nous nous battons pour la justice sociale et pour le partage. Ce ne sont pas des idées dans l'abstrait, ce sont des choses très concrètes qui concernent la vie de tout le monde. Alors, cette session parlementaire, elle commence à nouveau par de la maltraitance sociale sur les chômeurs et elle commence dans une ambiance d'instabilité. Alors, la Macronie est assez contente, elle dit « Ah ben on a réussi à rendre invisible la gauche avec le dossier Caténins et le dossier Bayou ». Alors ils sont très contents de ça, il y a même des journaux qui disent « On n'entend plus la gauche ». Ben, non, c'est pas qu'ils n'entendent plus, c'est qu'ils ne veulent plus l'entendre. Par exemple, moi il aura fallu aller à Marseille pour qu'un journaliste me parle d'autre chose à mon sujet, pour qu'on m'interroge sur autre chose. Et sur quoi on m'a interrogé, c'est là-dessus que je viens, on m'a interrogé sur la menace de dissolution. Alors ça, je trouve ça, c'est plus fort que tout. Maintenant, la démocratie, ça devient une menace dans la bouche de M. Macron. Il dit aux républicains, surtout aux députés républicains, qu'il a l'intention de domestiquer, il est en train d'y arriver, il leur dit attention, si vous ne faites pas comme on vous dit, si jamais vous votez la motion de censure, il y aura une dissolution immédiate. Bon, je pense que les républicains ne feront rien parce que progressivement, ils n'ont plus d'autonomie. C'est juste une espèce d'allié un peu capricieux, un peu ronchonnant, mais c'est un bagage accompagné de la Macronie et vous allez voir que ça va être de plus en plus comme ça. Donc ils ne voteront pas les motions de censure, si on croit ce qu'ils le disent, et notamment celles que nous déposerons, si le gouvernement essaye de faire passer son budget avec un 49.3. Mais tout ça, c'est pour vous dire que la situation française, du point de vue des institutions, c'est-à-dire de l'endroit où le pouvoir se construit et où, on met en ordre la société, quoi. Il faut bien qu'il y ait un endroit où les décisions se prennent. Eh bien, cet endroit où les décisions devraient se prendre est en état de chaos. Et le chaos, il existe un peu partout dans le pays, parce que vous le croisez tous les jours. Bon, tous les jours, si vous roulez en voiture à Paris, vous avez une idée de ce que peut être le chaos, mais aussi si vous mettez vos enfants à l'école, pas qu'à Paris, si vous allez à l'hôpital, etc., etc. C'est-à-dire que plus la société de marché, plus l'économie de marché s'étend dans tous les compartiments, plus le désordre s'étend. Alors, ça, vous le saviez, mais comme ils vous cuisent à petit feu, les gens s'en rendent plus ou moins compte, ils ont pris l'habitude que ça marche pas, que ça aille pas. Mais quand cette habitude arrive à un point de rupture, où tout d'un coup les prix se mettent à augmenter de 10%, eh ben vous avez une onde de choc qui est celle de l'inflation. Ça, c'est pour le coup, il n'y a aucun parti politique à l'origine de ça. C'est un phénomène
économiques liées aux conditions particulières du capitalisme de notre époque. Peu importe, en attendant, ça fait une onde de choc qui traverse toutes les sociétés. Toutes les sociétés entrent donc en crise les unes après les autres autour de cette question de l'augmentation du coût de la vie. Et quand je dis toutes les sociétés, je ferais mieux de dire surtout les sociétés qui sont à l'intérieur de l'économie de marché et dans l'espace de ce que l'espace Europe-Amérique. C'est là que ça chauffe le plus parce que ce sont les économies les plus intriquées dans l'économie de marché. Donc tous les pays se disloquent. Vous avez en Angleterre une situation limite, vous avez en Italie les fascistes qui viennent d'arriver au pouvoir, etc., etc., etc. Et partout ça secoue, ça tangue, et on va voir de quel côté vont les éléments. C'est dans ce contexte qu'a lieu notre marche du 16 octobre, et vous savez tous que nous espérons que ce soit un déclencheur. Et je vous redis la consigne, si vous faites les moutons, vous serez tondus. Ça, ce sont les informations qu'on a tous sous les yeux. Mais il s'est produit d'autres événements qui font réfléchir. Alors, vous avez vu cette histoire de méga-bombe climatique qui est la rupture du canal par lequel passe le gaz russe, le Nord Stream. Alors après, tout le monde a rendu l'affaire tellement compliquée qu'on n'y comprend plus rien. Est-ce que c'est les Russes? Est-ce que c'est les Américains? J'ai la chose la plus drôle que j'ai lue. C'est quelqu'un qui dit « Ah ben déjà, quand c'est l'Allemand qui est devenu secrétaire général de la mer, une semaine après, il a gazé toute la mer. » Ça m'a fait rire. Bon, j'espère que vous partagez mon humour, on peut quand même rigoler de temps à autre. Et puis après, parmi les explications les plus stupides que j'ai lues, il y a l'idée que c'est les Russes eux-mêmes qui ont saboté leur oléoduc pour faire augmenter les prix. Alors, je veux juste signaler aux gens qui soutiennent cette thèse, ils ont le droit, hein, ils peuvent aussi en trouver une plus intelligente, ce qui serait une marque de respect pour notre propre intelligence, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire sauter l'oléoduc pour arrêter le gaz, il leur suffit de tourner le robinet puisque c'est chez eux que ça se passe. Bref, en attendant, je ne vais pas entrer dans la discussion de savoir qui est responsable de cette explosion, je vois bien à qui profite le crime, et là, ils sont nombreux à en profiter. Mais enfin, c'est comme ça. Non, je vais attirer votre attention sur un point à ce sujet qui me semble avoir son importance. C'est que nous revoilà avec le problème de la mer. Alors vous savez que, bon, moi j'en parle souvent, parce que je pense que comme l'humanité est entrée en mer, comme elle est entrée dans tout, hein, elle est entrée dans l'espace, elle est entrée dans l'espace géographique, comme il y avait la mer, après les rivages, elle est entrée, elle fait des choses dans la mer, plein de choses qui sont liées à son activité. Dans la mer, on met des oléoducs, vous venez de l'apprendre, mais surtout, et c'est le plus important, on met des câbles. Dans le rapport que j'ai présenté quand j'étais député des Bouches-du-Rhône sur la mer, j'évoquais cette question de l'importance des câbles. Il faut vous rendre compte, que là, vous avez un petit peu peur, là, ou pas, ou peut-être que ça va vous rassurer, que 90% de l'Internet arrive chez nous par câble. Donc, si le câble est coupé avec l'Asie, plus d'Internet. Si le câble est coupé avec les États-Unis d'Amérique, plus d'Internet. Ça, c'est pour l'Internet. C'est pas rien, l'Internet. Parce que l'Internet, c'est dans votre téléphone 47 applications différentes qui passent par l'espace vers les capteurs qui sont à terre et ensuite qui sont transmis par les câbles. Donc vous pouvez pas dire ah ben c'est juste je sais pas quoi moi Netflix par câble que je vais plus voir. Non, c'est la géolocalisation, c'est un paquet d'informations sur la chaleur, l'océan, la météo, tout ce que vous voulez, plus je ne sais combien de choses qui concernent directement votre vie privée pour les télécommunications. Donc ce serait un acte de guerre tout à fait majeur. Alors vous pouvez dire, tant mieux, comme ça on verra plus toutes ces bêtises, mais non, hélas, c'est pas que des bêtises, il y a tout le reste qui vient avec. Et ça, c'est pour la partie Internet. Et puis il y a l'autre partie qui sont les câbles électriques. Alors ça, c'est assez nouveau, mais le plus long, il fait 790 km, et il relie l'Angleterre au continent. Et c'est un des exemples. Si ces câbles viennent à être coupés, il va de soi que ça veut dire que vous aurez un effondrement du système électrique du pays concerné. Celui qui émet, il a intérêt à arrêter tout de suite parce qu'il sera en surproduction. Imaginez-vous un pays qui met dans son réseau une quantité d'électricité, y compris pour en faire sortir un bout, et qui tout d'un coup se voit couper, pouf, le truc saute. À l'autre bout, pareil, ça s'arrêterait. Ça, c'est pour les câbles électriques. Et une fois que vous avez fait ces constats, vous dites, ah oui, tiens, c'est vrai, alors qu'est-ce qu'on fait ? Nous, les Français, nous sommes le 2e territoire maritime du monde, comme vous le savez, parce que j'ai déjà répété 50 fois. Et puis, pour surveiller cette immense étendue, nous avons l'équivalent de ce que serait sur le territoire continental, de la France hexagonale, le fait de mettre 2 voitures de police pour surveiller tout le territoire. Alors ça ferait beaucoup moins de bruit de sirène, ça c'est sûr, mais avec 2, on n'irait pas bien loin. Pourtant, c'est ce qu'on fait dans la mer. Et nous savons que d'ores et déjà, la guerre qui ne se voit pas est commencée dans la mer. Par exemple, on a repéré des navires espions.
à des endroits cruciaux, c'est-à-dire lorsque le câble arrive des États-Unis d'Amérique, celui qui arrive en direction au bord de l'Irlande. Ou bien nous, les Français, nous sommes le point d'arrivée des principaux câbles qui arrivent des États-Unis d'Amérique pour toutes les raisons que tout le monde comprend, c'est que c'est nous le point d'entrée du continent en face des États-Unis et des deux Amériques. Par conséquent, nous sommes, nous Français, un lieu névralgique. Et donc, on a intérêt à bien savoir ce qu'on fait, et surtout que la guerre en mer, c'est pas juste comme à l'ancienne dans les vieux films où on voit jeter des bombes dans l'eau, hein. C'est des drones sous-marins qui suivent les câbles, peuvent les couper, capter leur contenu, en injecter, etc., etc. C'est les câbles dans la mer qui repèrent le mouvement des grandes masses physiques. Par exemple, si une baleine passe, ça fait bouger le câble. Alors le câble bouge. Si vous avez une machine qui est capable d'interpréter le mouvement du câble, on dira, tiens, c'est une baleine, mais il y a un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est, c'est un sous-marin. Si c'est un sous-marin nucléaire français, c'est mauvais pour nous. Parce que ça veut dire qu'on sait où est notre force de dissuasion. Par conséquent, il faut avoir conscience du fait maintenant, alors peut-être qu'un jour ça finira par se comprendre là où il faut, que la mer est le véritable enjeu du futur et de la puissance pour le siècle qui vient, de même que l'espace. Ce sont les deux dimensions de l'expansion humaine qui met à l'ordre du jour des questions de sécurité, des questions d'indépendance, des questions de souveraineté. En tout cas, moi je vous en aurais parlé. La question des câbles, la question des oléoducs souterrains est une question qui devient cruciale pour les années que nous allons vivre. Et donc, il faudrait que notre pays soit capable de relever tous ces défis. Comment on surveille les câbles, comment on garantit leur sécurité, comment on s'équipe nous-mêmes de drones sous-marins qui soient capables non seulement de protéger les câbles, mais de regarder ce que font les autres drones sous-marins, etc., etc. Il y a toute une logique à développer. Et ça veut dire évidemment beaucoup de travail, parce qu'il faut créer les machines, il faut les produire en quantité suffisante. Vient l'autre point sur l'international, qui me paraît être deux sujets qui peuvent faire comprendre le moment contrasté dans lequel on est. Le premier, c'est ce qui se passe en Iran. Pour ma part, je suis assez à l'aise avec la situation de l'Iran, puisque depuis le début, je suis assez âgé pour avoir été là au début, je n'ai jamais soutenu le régime de l'Iran. Pourquoi ? Parce que c'est un régime religieux. Alors, c'est pas que je sois contre la religion, c'est que je suis contre la religion qui décide en politique. Et donc, ça porte un nom, ça s'appelle la théocratie. Donc, c'est le gouvernement des représentants, ou des gens qui se disent les représentants de Dieu. Bon, ça, c'est par définition une violence antidémocratique, puisque c'est un dogme, ça interdit qu'on discute. Et évidemment, au bout de la course, à mes yeux, l'Iran n'a jamais été une démocratie sous les ayatollahs, puisque pour pouvoir être candidat, il faut avoir l'accord du guide suprême et de la commission qui s'occupe de valider les candidatures. Donc, par définition, ce n'est pas une démocratie, c'est autre chose. C'est une démocratie réservée à ceux qui sont considérés comme corrects par la théocratie. Donc, voilà ma raison depuis le départ. Et depuis même que l'ayatollah Khomeini était présent en France, où, pour moi, j'estimais qu'une révolution conduite par un religieux de cette façon-là, avec pour objectif des objectifs religieux, ne pouvait pas être quelque chose qui correspond à l'intérêt d'un peuple, le peuple iranien en l'occurrence. Et en effet, tout ça s'est passé de mal en pis, d'abord parce que le régime des ayatollahs a commencé par massacrer les syndicalistes, les communistes, les socialistes, c'est-à-dire bref, toutes les oppositions progressistes qu'il y avait en Iran. Et l'Iran, c'était un lieu, avant ça, de très haut niveau, de progressisme. Mossadegh, qui a été viré dans les années 50 parce qu'il avait nationalisé le pétrole. Aujourd'hui, la CIA a reconnu que c'était elle qui avait organisé ce coup d'État au service de la compagnie qui s'appelle aujourd'hui British Petroleum. C'était un haut lieu de la pensée. La civilisation perse est une longue civilisation dans l'histoire de l'humanité, extrêmement développée. La littérature, la poésie perse et iranienne, donc, est de très très haut niveau parmi toutes celles qui existent et qui sont proposées dans le monde. Donc, il ne faut pas regarder l'Iran simplement à partir du gouvernement arriéré qui le dirige aujourd'hui. Et comme vous le savez, l'Iran s'est pris aussi l'onde de choc de la revendication de liberté de la jeune génération. Et ce qui est intéressant, c'est que ça part de la liberté personnelle. Alors, le point de départ, c'est l'assassinat d'une jeune femme en garde à vue, parce qu'elle ne portait pas correctement son voile, n'est-ce pas ? Et donc, à partir de là, il y a une indignation qui se répand, y compris parmi les croyants, je demande qu'on le comprenne bien, qui disent « mais non, mais ça, c'est pas possible, qu'on fasse mourir
une jeune femme parce qu'elle n'a pas bien porté le voile. Mais vous voyez à quel abus la théocratie conduit toujours. Et la révolution, une sorte de mouvement s'est mis en mouvement qui est d'un courage formidable parce que la répression, elle est abominable. À chaque fois, les ayatollahs déversent une police qui est d'une sauvagerie sans doute égale et peut-être même plus grande à celle qui existait du temps de l'empire du Shah, Reza Pahlavi, que la révolution avait expulsé à l'époque où Khomeini avait pu rentrer en Iran. Alors, ces gens ont un courage extraordinaire. Et moi, je vous mets en garde contre l'instrumentalisation de la situation iranienne. Je veux dire qu'on n'aille pas ne pas comprendre ce qui se passe. La revendication de liberté individuelle, elle est plus forte que tout, et elle sera toujours plus forte que tout. C'est-à-dire que tous les régimes qui essayent de la nier, qui essayent d'imposer un code vestimentaire aux gens, je dis bien d'imposer un code vestimentaire aux gens, même au nom de la religion, buteront toujours sur la liberté et la volonté de liberté, non seulement de ceux qui ne croient pas, mais aussi de ceux qui croient et qui ne sont pas d'accord pour que leur religion devienne une religion d'État imposée de force à tout le monde, y compris à des gens qui n'en croient pas un mot. Nous autres Français, nous avons connu ça lorsque, au moment de la loi de 1905, qui sépare les églises et de l'État, le pape avait condamné d'une manière extrêmement violente la République française, et avec une encyclique qui s'appelait Vehementer Nos, parce qu'on prend les deux premiers mots en latin. Bon, en général, celui qui écrit s'arrange pour que les deux premiers mots, on comprenne bien de quoi il est question. Bon, là, il s'agissait de la colère papale. Eh bien, à l'époque, il y avait un courant de chrétiens, de catholiques français, qui disaient « Mais attendez, mais nous, on est d'accord avec la loi de séparation des églises et de l'État, parce que nous, on ne veut pas être la religion officielle. On pense que la religion, c'est un rapport direct, personnel, entre le croyant et ce à quoi il croit et au Dieu auquel il croit. Et par conséquent, pourquoi l'État viendrait se mêler de ça, mettre des amendes et imposer des comportements. À l'époque, la République venait de décider qu'on enlevait les crucifix dans tous les tribunaux, qu'il n'y avait plus de messe pour démarrer la session parlementaire, qu'il n'y avait plus non plus de signes religieux dans les régiments, et la République avait décidé en plus que les séminaristes allaient à l'armée comme les autres. Alors là, c'était le pompon, pas question, disait l'Église officielle. Et puis finalement, vous avez vu, ça s'est fait, et on ne voit pas que ça ait nui particulièrement à la foi des croyants. Par contre, ça a aéré la République. Et nous, plus qu'un autre pays qui avons connu 3 siècles de guerre de religion entre catholiques et protestants, 1000 ans de persécution contre les juifs, nous savons que ce que ça coûte que la guerre de religion. Ça veut dire la division d'un pays qui, pour le reste, veut être un et indivisible par la loi qu'il a en commun. Eh bien, je pense que nous pouvons faire l'honneur aux Iraniens de penser qu'ils sont des êtres humains comme nous et qu'ils aspirent de la même manière aux mêmes choses que nous. Je veux dire, les croyants peuvent décider, si c'est leur idée, ou les croyants, de se mettre en foulard sur la tête. Ce qui est insupportable, c'est qu'on y oblige tous ceux qui ne le veulent pas. Et évidemment, c'est sous ce point de vue que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il est aussi odieux de vouloir en imposer aux gens de force que de vouloir leur enlever de force. Voilà comment le principe de liberté peut être un principe qui permet à tout le monde de vivre. Et c'est la raison pour laquelle la révolution iranienne est si intéressante, parce qu'elle correspond au schéma des révolutions citoyennes. Le point de départ, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne de manière odieuse. Là, c'est un mort, une morte dans une garde à vue. Aussitôt, c'est une revendication de liberté, donc une revendication démocratique. Et cette revendication démocratique, elle va en quelque sorte instituer un acteur, c'est-à-dire les gens du peuple. Les gens disent « nous sommes le peuple, c'est nous le peuple qui décidons, ce n'est pas à vous, les dignitaires religieux, de décider à notre place ». Et on entend des mots d'ordre extrêmement hostiles au pouvoir religieux, c'est-à-dire au pouvoir tout simplement, puisque c'est le seul qu'il y a là-bas. C'est ce que nous appelons dans la théorie de la révolution citoyenne la phase instituante. Le peuple s'institue comme acteur de l'histoire, et là, il le fait derrière son aile la plus marchande que sont les femmes. De cette phase, on passe à une autre phase qui est nous demandons la liberté et nous demandons une égale dignité dans le traitement social qui nous est fait. Et donc il y a ce qu'on appelle une transcroissance. Et donc le peuple qui s'institue, la phase instituante, va devenir une phase destituante, et vous avez des mots d'ordre comme mort aux responsables politiques, abat le pouvoir de l'ayatollah Khamenei aujourd'hui, etc., etc. Donc une fois de plus, on trouve vérifier la dynamique particulière de la révolution citoyenne et de la place particulière qui prennent les femmes. Ça tombe en même temps d'ailleurs que le moment où la Russie de M. Poutine est en train de subir une défaite morale de première ampleur. Quelle est cette défaite? C'est que tandis que l'on voit tout le peuple ukrainien défendre ses frontières face à l'invasion russe, de l'autre côté, on voit qu'au moment où le pouvoir décide la mobilisation
d'une fraction de la population qui n'est pas négligeable, c'est le tiers. Hein. C'est fait dans des conditions telles qu'il y a des endroits, c'est tout le monde qui est mobilisé. Mais au moment où ils décident ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est des files de gens qui s'en vont pour pas être mobilisés, pour pas participer à la guerre d'Ukraine. Donc, moralement, par ce seul comportement, la Russie a perdu la guerre. Parce que le peuple russe n'est pas d'accord pour participer à cette tuerie et ne veut pas, comme l'ont dit des femmes, c'est là que j'y reviens, on dit nos enfants ne sont pas de la chair à canon. Et le mouvement des femmes se mettant en mouvement contre la guerre, moi je dis aux Russes, vous feriez bien d'y réfléchir. Parce que, et à deux fois, parce que la révolution de 1917, elle est déclenchée, la chute du tsar, elle est déclenchée par une manif de femmes contre la guerre, et qui dure 3 jours. Par conséquent, là, le pouvoir russe est en train de se mettre à dos la partie qui tient la société russe sur son dos, comme les femmes tiennent la société iranienne sur leur dos, etc. Et tout le monde comprend ce que je veux dire en parlant de cette manière, parce que c'est dans la répartition des rôles genrés aujourd'hui, et dans l'exploitation particulière qui est celle des femmes, qui fournissent le travail domestique gratuit pour l'essentiel, et qui jouent une fonction absolument indispensable dans le capitalisme. Imaginez-vous s'ils devaient payer tout ce travail. Hein, et il ne le ferait pas évidemment. Donc c'est là la chaîne de résistance ultime de la société, ce qui fait qu'elle tient ou elle ne tient pas. Eh bien, tous ces mouvements féminins dans le monde, qui se basent sur des causes sérieuses et avec une prise de risque qui est le plus souvent extrêmement bluffante, qui impressionne compte tenu de la violence de la répression qui s'abat, eh bien, ça nous montre ce que va être la prochaine phase de l'histoire à peu près dans tous les pays du monde. Je pense qu'en France, et notamment pour notre manif du 16 contre la vie chère, je pense que ça va être une cause qui va être prise en charge par toutes celles, en plus de tous ceux, qui aujourd'hui ont à répondre chaque jour à la question de savoir comment elles font pour qu'il y ait plusieurs repas, que la famille puisse se nourrir, que les enfants puissent se nourrir. Alors je dis elles parce que je sais très bien quel est l'état de la répartition des tâches dans notre société et que ça ne sert à rien de faire comme si on ne le savait pas. La vie chère finit de détruire les familles qui sont, alors on dit les plus fragiles, etc. Ils ne sont pas fragiles, ils sont incroyablement résistants, ils sont incroyablement coriaces. Ils sont juste mis dans une difficulté qui est de plus en plus insupportable, car maintenant, voici qu'il faut affronter le froid et la faim. Des choses dont on pensait qu'elles appartenaient au passé profond, eh bien elles sont en retour. Et il ne suffit pas de se mettre des cols roulés pour régler le problème. C'est vous dire à quel point, moi je suis désolé d'être sur la première page du programme L'Avenir en commun avec un col roulé, mais à l'époque, il n'était pas question de ça. Hein. Bon, enfin, je vais avec un col roulé. Je ne voudrais pas que vous croyiez, si vous découvrez L'Avenir en commun aujourd'hui, que j'ai quelque chose à voir avec la pitoyable propagande gouvernementale, qui est une manière de se moquer du monde. J'ai vu une belle phrase de Mathias Tavel, qui est député là-bas de la Loire-Atlantique, si je ne me trompe pas, et qui dit Marie-Antoinette, disons pas de pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche. Et bien là, ils disent froid, ils n'ont qu'à mettre des cols roulés. Je trouve que c'est une forme d'ironie qui renvoie bien au problème que nous avons, un pouvoir aveugle et sourd à la souffrance populaire de masse qui aujourd'hui déferle sur le pays. Je prends un dernier élément international, vous allez comprendre qu'il a de l'importance pour nous tous, c'est l'élection au premier tour au Brésil de l'élection présidentielle. Alors notre candidat, Lula, est arrivé nettement en tête, à 2 points près, il avait la majorité absolue. Hein. C'est énorme, moi j'aurais bien aimé faire pareil, hein, mais bon. Ça ne s'est pas fait. Mais l'événement, c'est que, il arrive si près du but au premier tour. Je vous rappelle qu'il l'avait envoyé en prison en l'accusant d'être corrompu. Et d'ailleurs, il y a eu un candidat là-bas d'un parti soi-disant de gauche qui l'a traité de corrompu. Vous voyez, le genre de coup de main que ce genre de candidature qui témoigne pour le parti, pour je ne sais pas quoi, à quel point ça peut être nuisible. Parce qu'à un choui, on y arrivait du premier coup. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est le bon score qu'a fait Bolsonaro. C'est pas la peine de raconter des histoires. On s'attendait à beaucoup moins. Alors je dis on s'attendait, pourquoi ? Parce que comme des ballots, on a tous cru ce que racontaient les enquêtes d'opinion. Hein. Et comme d'habitude, les enquêtes d'opinion se sont plantées, comme d'habitude. Et comme d'habitude, en créant un effet qui nous est défavorable. Parce que ce qui se disait à gauche, c'était bon, c'est réglé, il a gagné, quoi. Donc en gros, c'est presque plus la peine d'y aller, voter, puisque de toute façon, il a gagné. Mais avec ce genre de méthode, ça a encouragé l'abstention, et là-bas, l'abstention, attention, hein, le vote est obligatoire, donc vous ramassez une prune quand vous n'y allez pas. Voilà le résultat que ça a donné. Nous, on doit en tenir compte pour le futur, mais je sais que vous n'en tiendrez pas compte, parce que comme d'habitude, nous serons pilonnés, matraqués de sondages jusqu'à la dernière seconde, et tous les ballots de la Terre continueront à y croire, et voilà, c'est comme ça. Mais la lutte recommence chaque matin,
Et pour vous, eh bien, pour les Brésiliens, ça veut dire qu'il y a un mois pendant lequel tout le monde va travailler pour que Lula l'emporte, soit président du Brésil. C'est la 10e puissance du monde. Et c'est un pays du continent latino-américain qui peut peut-être arriver à fédérer en un tout les dirigeants de l'Amérique latine. Et alors, ça serait un événement fantastique pour nous aussi, Européens, parce que ça serait une respiration face au néolibéralisme. Voilà, je vais avoir réussi à tenir en 30 minutes et même un tout petit peu moins. Donc Maxime, qui est de l'autre côté de la caméra, qui remplace Antoine, qui n'y est plus vu qu'il est à l'Assemblée, va être bien content parce que ça fait du boulot de moi après pour essayer de compacter tout ce que j'aurais dit. Allez, à la semaine prochaine.